Je vais juste masquer les commandes pour gérer mon écran. Voilà. Très bien. Bon, donc c'est parti. On est super content aujourd'hui de venir à l'appel des deux associations qui nous ont invités pour ce web déjeuner. Donc moi, je suis Sophie Latapi. Euh, j'ai plusieurs mandats en cumul. Parent de trois petits bouts de 3, 5, 7. À mi-temps vétérinaire, maintenant sociétaire à Capveto-Confolens en Charente, et aussi éleveuse de vaches dans un projet agricole avec mon conjoint. Nicolas, je te laisse te présenter peut-être? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Picoulet et je suis directeur de l'Union régionale des SCOP de Poitou-Charentes. Hop. Alors, j'ai un petit souci pour passer ma diapo. Pardon. Ah ah, on se trouve la commande. Donc, on sort de là. Je suis désolée. Petite seconde. Donc, je retrouve le contrôle des diapos. Non. Ah, ça y est. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler de notre aventure en scope. Donc, je démarre pour une première partie. Et en fait, l'idée, c'est de vous parler de notre parcours à Confolens, un parcours qui a débuté il y a un moment parce que on va dire que la première brique de construction de ce projet, ça a été la sortie d'un associé en 2020. Sortie qui s'est fait de manière assez désagréable parce qu'on c'est une sortie qui n'avait pas été préparée, qui est arrivée soudainement. On était trois associés historiques à avoir repris le site de Confolens à deux vétos qui partaient à la retraite en 2009. Et en 2020, donc, un associé annonce son départ. Euh, et on a mis ensuite 2 ans à trouver un accord pour sa sortie. Partant de ça, en fait, on s'est dit, waouh, c'est vraiment un échec de notre association. On a rencontré énormément de problèmes de communication. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, l'individualisme a été mis en avant au détriment d'un projet collectif. On s'est rendu compte aussi que on n'avait pas des visions financières économique et financière de gestion d'entreprise qui s'accordaient. Pour Xavier et moi, les associés restants, il était clair que l'argent n'était qu'un outil, un moyen au service de l'entreprise. Apparemment, ce n'était pas exactement la vision de notre associé sortant. Et on n'a pas su réactualiser notre projet d'entreprise entre le moment où on a repris, on était tout feu, tout flamme, à peine 2 ans après la sortie d'école, et ensuite sur les années qui se sont écoulées entre 2009 et 2020, on n'a pas su justement faire quelque chose de suffisamment coopératif. Là, ce qui a été un peu compliqué, c'est que il y a énormément, ça a soulevé énormément d'émotions. Je vous laisse passer le fait qu'on a eu plein d'avocats interposés. On est allé d'estimation d'entreprise en estimation, en réestimation de parts d'entreprise. Il y a eu beaucoup de volte-face sur ces 2 années de sortie, et ça a suscité chez nous un sentiment de colère, d'indignation, d'injustice, de pas réussir vraiment à trouver quelque chose qui soit éthique et juste pour nous tous. Et j'ai mis cette phrase que j'aime bien, que parfois il faut pas avoir peur à se confronter des choses et du chaos naissent les étoiles, parce que pour moi il y a eu une vraie spirale de transformation en partant de cette émotion de colère. Comme quoi parfois la colère c'est quand même une émotion utile, ça peut être utile d'être indigné, parce que dans le cas de Xavier et moi, c'est ce qui nous a fait aller puiser un élan, une énergie pour aller redéfinir nos besoins, aller se remettre au plus près de ce qu'on avait envie de faire dans cette entreprise, euh, au plus près de nos valeurs. Et ça nous a donné un élan. Et je pense que déjà de là est né le projet de Scope.
À ce moment-là, on a contacté l'Union Scope, UR Scope Poitou-Charentes. C'était au printemps 2022. On n'avait pas encore signé la sortie de notre associé. On était encore en pourparlers. Et tout de suite, on a compris que ça allait pouvoir être quelque chose d'envisageable. C'était une vraie option possible pour Confolant. Moi, je connaissais déjà un peu le milieu des scopes par tout ce qui gravite autour du monde paysan. Je pense aussi à une scope qui fait de la transformation de laine et je connais plusieurs moutonniers qui envoient leur laine sur cette scope. Enfin, j'avais en tête pas mal d'idées que ces entreprises pouvaient vraiment être une forme d'entrepreneuriat d'avenir et qui avait quelque chose à creuser pour notre entreprise. Au printemps 2022, à l'issue d'un bilan 2021 comptable un peu mitigé, on a décidé de réunir l'équipe et de profiter de ce nouvel élan pour redéfinir un peu les valeurs qui nous animaient à Confolant. Et là, on a eu le plaisir de constater avec Xavier qu'on est sur les valeurs, on se retrouvait vraiment avec l'équipe restante. Donc, à savoir, on est dans l'équipe 6 Veto et 4 ASV, donc 6 Veto, dont à l'époque deux associés, Xavier et moi. On se retrouve complètement tous les 10 sur l'équilibre vie pro et perso, des valeurs d'entraide, d'écoute et d'empathie. Ça, c'est les trois choses qui sont ressorties le plus. Et puis, dans un second temps, est ressortie aussi une volonté d'avoir une dimension éco-responsable dans notre entreprise, la notion d'équité et de plaisir. Après, on a voulu retravailler ensemble sur les grandes lignes d'un projet commun. On sait qu'à Confolant, une des choses qui est importante pour nous, c'est de rester indépendant, d'être autonome et d'aller toujours vers plus de résilience. Pour nous, la définition de notre clinique, c'est une entreprise familiale, aussi bien dans ses relations avec les collaboratrices et collaborateurs de l'équipe, mais aussi en externe avec les clientes. On avait envie de proposer une médecine vétérinaire de qualité, de proximité, aussi bien aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage, mais bien ancrée dans notre territoire. L'idée aussi, ce qui est ressorti tout de suite, c'est que cette entreprise, il faut qu'elle soit au service de l'humain et adaptée aux vies humaines. Et qu'elle doit permettre le développement personnel et l'épanouissement de chaque individu dans sa vie pro comme perso. On avait à cœur aussi de maintenir le maillage sanitaire rural, enfin de contribuer à le maintenir. On avait envie d'être actrice et acteur de la transition écologique sur notre territoire. Et enfin, on souhaitait continuer à entretenir des liens forts avec des structures voisines. À ce moment-là, on se retrouve à l'été 2022 et en fait, on décide d'aller communiquer sur ce projet de scope auprès de notre équipe. Donc avec Nicolas, on prépare un peu le travail en amont et on explique les motivations qui nous poussent aujourd'hui à proposer un projet de transmission de la CELARL sous forme d'une scope à l'ensemble des salariés de l'équipe. Nos motivations principales, elles rejoignent le projet commun d'entreprise. C'est la volonté de porter un projet ensemble, avec une importance donnée à l'intelligence collective, à ce qui peut émerger du groupe, le souhait d'une gouvernance démocratique, le fait d'avoir une répartition équitable du résultat, le fait de donner progressivement la main en fait à des collaboratrices et des collaborateurs pour qu'ils puissent monter en puissance et contribuer petit à petit pleinement au quotidien à faire vivre l'entreprise. On a une volonté de transmission aussi, transmission de compétences de gestion pour qu'on puisse contribuer tous ensemble à piloter cette entreprise. On a eu envie aussi de donner du dynamisme et de la fluidité à notre entreprise par le biais de ce projet de scope. L'idée, c'était de faciliter les entrées-sorties. Le renouvellement des gérants, c'est un point de faiblesse, c'est sûr, dans une CELARL, quand vous avez deux associés pour une équipe de 10. C'est évidemment un point de faiblesse. Et pour nous, si on voulait assurer la pérennité de notre entreprise, ça pouvait être une solution de passer en scope. Nos motivations aussi, c'est de continuer sur cet axe de devenir une entreprise à impact positif, impact environnemental, social, territorial. Et notre idée, c'est de pouvoir allier à la fois l'entrepreneuriat, une certaine éthique dans nos valeurs et un travail en collaboratif. Alors, tout ça, ça a été globalement assez bien reçu.
reçu par l'équipe, mais pourtant, le parcours n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. J'ai décidé, bon, voilà, je vais être vraiment authentique et sincère avec vous. Tout ce qui s'est passé, on va dire, de mi-2022 à mi-2023, ça a mis à très, très rude épreuve tout le monde. Parce que je pense qu'il y a une histoire de changement, et ça, c'est indépendant au projet de passer en scope ou pas. C'est un gros changement dans une entreprise, c'est un bouleversement. Je pense que pas mal d'entre vous, vous connaissez les histoires de théorie de courbe de changement. On est passé par toutes les couleurs et états émotionnels possibles et envisageables au travers de ce processus de transformation. Nicolas, heureusement, a été là pour nous soutenir et je le remercie parce que voilà, ça a été un bon bâton pour s'accrocher dans les moments un peu de tourmente. On y a quasiment toujours cru, mais il y a eu des moments quand même assez compliqués. Euh, à l'issue d'un bilan humain qu'a réalisé Nicolas dans l'entreprise et qui fait partie du process de transformation, il a reçu en entretien individuel toutes les collaboratrices de l'équipe pour voir un peu comment ils perçoivent l'entreprise actuellement, les points forts, les points faibles, les pratiques managériales, si les personnes se sentaient bien intégrées ou pas. On a eu des retours très positifs. En gros, les pratiques managériales déjà en place sont participatives, voire délégatives, donc tout à fait compatibles avec un passage en scope. On a une équipe assez soudée, impliquée, avec un degré fort d'autonomie. On a déjà mis en place beaucoup de choses dans la CELARL actuelle pour partager l'information. On aime bien consulter les salariés pour prendre des décisions importantes. Il y a des réunions assez régulières qui permettent une clarté, une transparence sur différents points de pilotage de l'entreprise. Donc bon, il y avait tous ces atouts-là. On nous a fait part aussi de points de vigilance. Il y a eu un besoin de transparence qui a été exprimé, un besoin de sécurité aussi. Peut-être qu'on a eu joué de malchance parce que c'est intervenu après un bilan comptable 2021 un peu mitigé. On est en post-Covid, il y a eu quelques soucis. On doit quand même gérer la sortie d'un associé en fracas. Et peut-être que ça a été un point qui a été inquiétant pour l'équipe. Bon, plusieurs personnes ont demandé à bien connaître la situation économique et financière de l'entreprise, situation qui était pourtant très saine, hein. Il n'y a pas de problème si au regard de plus de 15 ans d'exercice. Et il y a eu aussi l'expression d'un besoin d'éclaircir le partage de la gérance, avec tout un questionnement autour de, oui, d'accord, mais si on devient sociétaire, si on prend part aux décisions d'entreprise, qu'est-ce que ça va susciter comme charge de travail en plus, comme charge mentale éventuelle, voilà. Donc, on a fait un travail pour évaluer comment on pourrait imaginer dans un scénario répartir les tâches, comment s'organiserait la gouvernance, les consultations, le partage d'informations. On s'est lancé dans un travail de fourmi là-dessus pour tout décortiquer. À l'été 2022, on a un avis favorable de l'ensemble de l'équipe pour un passage en scope. Mais on n'a pas encore recueilli en fait d'engagement individuel pour savoir qui des salariés serait sociétaire ou pas. Parce que Nicolas vous l'expliquera après, mais on peut très bien avoir une scope et dedans avoir des salariés qui ne sont pas sociétaires, donc qui n'ont pas participé au capital de l'entreprise, et des salariés sociétaires qui ont participé au capital et qui vont être actrices et acteurs en fait des décisions de l'entreprise. Et puis, fin 2022, on a pourtant eu l'impression de faire de notre mieux pour éclaircir tous les points, toutes les zones d'ombre. On a essayé de rassurer aussi les salariés sociétaires qui, pour ceux qui ne prendraient pas de mission de gérance, parce que c'est pas parce qu'on est sociétaire qu'on est mandataire, Nicolas va vous expliquer ça aussi, il y a des sociétaires qui vont avoir un mandat de gérance et qui vont vraiment être au pilotage, comme des chefs d'entreprise, et d'autres salariés qui vont être simplement sociétaires, qui vont participer aux grandes décisions lors des assemblées générales. Euh, Au départ, il y a eu une confusion de ces deux choses. Au final, après avoir expliqué, il est resté quand même une zone d'inquiétude sur ce que ça pourrait susciter comme charge supplémentaire, et mentale et de travail.
Les montages financiers aussi, bon, chacun a sa situation personnelle et l'argent, bon, voilà, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Pourtant, le passage en scope propose vraiment beaucoup de dispositifs et Nicolas a fait preuve de plein d'imagination pour que l'argent ne soit pas un problème pour rentrer. Vous expliquera après dans la présentation de Nicolas comment ça se passe pour rentrer dans une scope au niveau financier. Euh, et malgré tout ça, on a dû faire face au refus de l'ensemble des ASV. Donc les quatre ASV ont refusé de rentrer au sociétariat et se sont positionnés là-dessus en disant OK, bah, vous faites votre scope, mais nous, on ne sera pas sociétaire. Ça a été un super gros échec pour nous. Vraiment, vraiment dur cette fin d'année 2022. D'autant plus, je dois avouer que personnellement, euh, une des raisons qui me donnait envie d'être en SCOP, c'était justement de permettre aux ASV d'accéder à l'entrepreneuriat, de rentrer dans la société, de prendre part pleinement aux décisions avec une personne, une voix, et non une voix qui serait soumise à un pourcentage de capital. Voilà, moi j'y faisais quelque chose de personnel, peut-être que justement j'y ai mis un peu trop d'ambition personnelle, bon ça je fais mon autocritique. Enfin, en tout cas c'est un constat, elles ne sont pas rentrées. Elles ont décidé de ne pas rentrer. On a fini par passer par une phase d'acceptation et on a réussi à remobiliser toute l'équipe autour donc de futurs sociétaires vétérinaires, donc ça c'était courant 2023. Sur l'équipe, donc, on a 6 vétos, je vous ai expliqué. Il y en a une qui était en partance, enfin, qui avait prévu de partir avec déménagement de son conjoint, etc., au mois de septembre, donc bon, au mois de oui, octobre-novembre. Donc, il n'était pas question qu'elle rentre dans une scope parce que le délai était beaucoup trop court. Donc, il nous restait 5 vétos candidats. Et puis finalement, encore un dernier, comme quoi il y a plein de volte-face avec cette histoire de montagne russe, on est bien là-dessus. Euh, une salariée à qui on a accordé un congé sans solde de 3 mois est rentrée de son congé sans solde en nous disant finalement, je ne sais pas si je peux prendre part, m'engager dans cette aventure collective. Je veux rester dans votre entreprise. Je trouve ça intéressant tout ce que vous faites, mais je suis pas prête. Donc, on se retrouve quatre. Petit coup de massue, on est septembre 2023, c'était pas il y a longtemps. Et là, à nouveau, je me rappelle très bien d'une réunion, on se met avec les deux autres restants, donc Xavier, Marion, Delphine, on se met tous les quatre autour de la table. Les 2 vétos salariés sont en plus des vétos qui ont de l'expérience, qui ont plus de 8 ans d'expérience, qui étaient de toute façon en tremplin d'association quand elles sont rentrées dans la boîte. Et ces dernières années, on a beaucoup parlé de leur association prochaine. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment, en fait, on ne doit pas faire peut-être juste une CELAR la 4 parce que ça peut être bizarre de tirer tout ça 4 sur 10. Et puis finalement, on a repesé le pour et le contre, mais ce projet de scope nous parlait tellement, correspondait tellement avec notre valeur, correspondait déjà tellement avec l'organisation de l'entreprise. On s'est dit, on fait le pari. Le défi, c'est que dans 2, 3, 5 ans, on a au moins 7 ou 8 personnes de l'équipe sur les 10 qui vont nous rejoindre. Parce qu'il va y avoir un effet boule de neige, parce que les gens vont se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, que c'est plutôt quelque chose qui est positif pour eux. Donc on y va, en septembre 2023, on se tape dans la main, on se dit, c'est parti, allez, au 1er janvier 2024, on sera en scope. Alors il a fallu enchaîner les réunions. Bon, sur tout le process, on a été accompagné par Nicolas, super dispo, qui nous a vraiment, bon bah, voilà, l'accompagnement de URSCOP Web Chance, c'était vraiment génial pour nous. Enfin, c'est sûr, on n'aurait jamais pu faire ça tout seul, c'est impossible. On a réfléchi sur l'organisation de la gouvernance, on a bossé sur les règles de vie collective, le partage, l'organisation des réunions, revoir les missions de gérance, etc. Et au 1er janvier, bah, donc ça y est, on a réussi à passer en scope. Je vous parle de la citoyenneté économique parce que c'est une trame en fait qui nous a été fournie par Nicolas pour réfléchir au montage de notre projet. Je la trouve intéressante. Pourquoi? Parce que ça montre bien que la philosophie de Scope, c'est pas simplement une entreprise avec des indicateurs financiers. Ça apporte vraiment quand même quelque chose de plus. Le constat, en fait, c'est que les entreprises, elles ont un rôle majeur à jouer face aux défis sociétaux et environnementaux. Et l'idée de la citoyenneté économique,
euh, c'est que ça invite à une autre vision de la performance de l'entreprise. Ça va renvoyer à la participation active des salariés à différents domaines, en fait. En fait, ça va se traduire par un engagement aussi de l'entreprise, au-delà de ce qui se passe en interne, mais aussi vis-à-vis de l'intérêt général, vis-à-vis des biens communs de la société. S'assurer qu'en fait, le développement de l'entreprise est compatible avec l'intérêt général. Donc, il y a quatre piliers. Un pilier qui concerne la gouvernance. Donc, c'est un pilier qui est fondamental en scope. Je veux dire, c'est la principale différence, je pense, avec des entreprises classiques. C'est un pilier à partir duquel va découler tout le reste. Et pour moi, enfin, clairement, c'est intéressant de vraiment travailler ce point parce que c'est un indicateur de la capacité d'entreprise à déployer ensuite tout son plan d'action. Le pilier numéro 2, ça concerne la pérennité économique. En fait, un développement d'une entreprise, c'est forcément, si on veut que ce soit pérenne, il faut qu'on cherche pas L'idée, c'est pas de maximiser le profit à court terme, c'est pas ça l'idée. C'est de garantir l'autonomie de l'entreprise, voire son côté inaliénable. Ensuite, il y a le pilier 3, c'est le capital humain, la qualité de vie au travail. C'est central dans la philosophie des scopes. C'était déjà central dans nos valeurs. Je pense que le fait qu'on passe en scope et tout ce qui va nous être apporté comme réflexion par le mouvement scope va nous permettre d'abonder, de développer tout ce domaine-là. Donc, on est très enthousiaste de ça. En scope, évidemment, toutes les actions en matière de santé, de sécurité, de qualité de vie du travail, elles vont s'inscrire vraiment dans une idée de préserver chaque individu dans son travail. Et ça redonne une relation positive à la performance de l'entreprise. On n'est plus que sur des indicateurs financiers, voilà, il y a autre chose. Il y a de toute façon un lien entre qualité de vie au travail et réussite d'une entreprise, c'est évident. Et en fait, le quatrième pilier, alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on aimerait tous, c'est l'axe vers lequel on aimerait tendre, c'est nos aspirations, c'est avoir un impact positif environnemental, social et territorial. Scope est aussi engagé là-dessus et nous donne des trames, nous aide et nous donne des guides aussi pour nous développer en ce sens. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Ok, donc j'enchaîne. Première diapo, alors qui date du coup d'il y a 2 ans, mais qui explique un peu qui est ce réseau des SCOP. Donc, il y a une tête de réseau national qui s'appelle la Confédération Générale des SCOP. Vous voyez les stats, nous sommes tout petits, hein, les SCOP. Alors, ces stats datent d'il y a 2 ans, mais enfin, bon an, mal an, il y a un peu plus de 4000 entreprises et on doit être maintenant à 80 000 salariés au niveau national. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau quelque part dans l'économie. Mais c'est un réseau extrêmement ancien et extrêmement structuré pour son poids, notamment. L'ancêtre de la Confédération Générale des SCOP existe depuis 1884. Et alors, localement, chez nous, Poitou-Charentes, Poitou-Charentes, c'est aussi minuscule, hein, l'association existe depuis 1965. Les quatre petits pictos là indiquent que l'objet social finalement de l'association, c'est de fédérer les entreprises coopératives, donc les SCOP et les SIC. Hein. Je dis entreprises coopératives ou sociétés coopératives, mais on s'occupe donc uniquement des coopératives de salariés ou des coopératives dites d'intérêt collectif. On ne s'occupe pas des coopératives agricoles, coopératives maritimes ou ainsi de suite. Donc déjà un lieu de rassemblement, un lieu d'union, un lieu de représentation. On va essayer de défendre les intérêts et de représenter les sociétés coopératives. On va accompagner des porteurs de projets, donc des créations ex nihilo, 2, 3 personnes, des mutations d'entreprises. Là, le cas finalement d'une transmission à une entreprise qui est à céder et qui est rachetée par ses salariés avec maintien ou départ du dirigeant et qui devient donc dans ce cas-là une SCOP. Les SCOP étant souvent connus pour les reprises à la barre du tribunal, donc plutôt des sociétés qui ont des difficultés économiques, se cassent la figure et une poignée de salariés reprennent. Bon, ça a été vrai dans l'histoire, c'est sincèrement vraiment moins vrai depuis une bonne décennie, si ce n'est un peu plus. Et puis, ces scopes-là, SCOP et SIC, hein, mais je dis SCOP de manière générale, le réseau va les suivre tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie.
avec je dis parfois ça, on n'est pas expert comptable, on n'est pas avocat, on n'est pas banquier, on n'est pas DRH, mais on fait un petit peu de tout ça. Donc, on est présent une fois l'entreprise créée pour assurer des questions de suivi. Alors, d'abord juridique, le droit coopératif, il est né en fait du mouvement SCOP en tant que tel. La loi, vous allez le voir, c'est 1978, donc c'est quasiment un siècle après la naissance des premières associations ouvrières de production. Donc, en termes de droit coopératif, plus largement, un peu de droit de société, économique et financier, et puis cette dimension qui est moins technique, euh, qui est l'animation de la vie coopérative. Voilà. Bon, je ne détaille pas trop, je vois qu'il est déjà 13 heures. Il existe des fédérations de métiers, bon, ça c'est pour l'information. Et puis, donc il n'y a pas encore une fédération des SCOP de vétérinaires, hein. Vous allez le voir, je crois que c'est la quatrième SCOP en France. Donc, ça ne fait pas une fédé encore. Et puis, il y a les outils financiers mutualisés. Donc, toutes les SCOP cotisent en fait à ce réseau. Et une fraction de ces cotises, globalement un tiers, revient aux unions régionales, acteurs de proximité, de terrain, au contact des boîtes, un tiers au niveau national, les services centraux, on va dire régaliens, communication, et puis plaidoyer, relations finalement auprès des pouvoirs publics nationaux. Et puis un tiers qui va alimenter les outils financiers, ce qui fait que indirectement, les SCOP se prêtent de l'argent entre elles ou vont garantir des prêts pour éviter éviter le plus possible que les salariés associés ou leurs mandataires soient caution. Voilà. Donc, vous aviez quelques stats et puis quelques stats de nationales, néo-aquitaine notamment et picto-charentaise. Voilà. Voilà, il y a des diapos suivantes pour montrer quelques exemples de scope. Alors, ça ne vous parle pas parce que là, c'était très... Enfin, il y avait deux, trois exemples nationaux, puis quelques exemples locaux. Ça a été pour dire, euh, il y a des scopes dans tous les secteurs d'activité. Globalement, ECF, c'est école de conduite, donc dans les services, on a plein dans le domaine de services, de la formation, des bureaux d'études. On a des scopes dans l'industrie, on a des scopes dans le bâtiment, dans les travaux publics. Alors, ces logos ne vous parlent pas trop. Et puis, je disais effectivement, ce réseau, bon, je ne fais pas l'histoire des associations ouvrières au 19e siècle, mais il est assez connu, je dirais, sur la deuxième partie du XXe siècle, sur les reprises d'entreprises à la barre. Et là, tous les logos que vous voyez en bas sont plutôt des transmissions d'entreprises saines. Donc, le mouvement a peut-être changé, mais je pense que le regard de la société, même sur le status quo, a changé. On peut vendre à ses salariés et ces salariés vont racheter la boîte et la développer et la pérenniser. Chose qui, il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était très, très rare. Et puis, je pointais, oui, les quatre, donc Cap Veto Confolant, mais les trois SCOP qui donc ont un code NAF de veto et qui sont adhérents au mouvement. La diapo suivante, elle évoque donc une SCOP coopérative de production, coopérative ouvrière de production. Cette diapo, elle est là pour rappeler que ce sont bien des sociétés. Donc, 95% des règles, c'est le code de commerce. Ce sont des sociétés commerciales à forme SARL, SA ou SAS. Ça, c'est selon les éléments de gouvernance, la taille et l'environnement de l'entreprise. Ce sont des sociétés matriculées au RCS à capital variable. C'est important en termes d'entrée, de facilité d'entrée pour un nouveau sociétaire ou même pour un sociétaire existant d'augmenter sa quotité de capital. Et surtout, c'est une facilité de sortie. Euh, Là, le cas de Confolant euh, a été inspiré, enfin inspiré, c'est pas le bon terme, mais du fait d'une sortie douloureuse en tant que telle, avec, tu l'as rappelé, Sophie, des avocats, des valos, des accords, des désaccords et ainsi de suite. Bon, un salarié associé qui veut quitter l'entreprise en bon ou en mauvais terme, peu importe, c'est parce qu'il part à l'autre bout de la France ou son conjoint part à l'autre bout de la France, il quitte son emploi en l'espèce, il perd sa qualité d'associé, l'entreprise lui rembourse son capital à la valeur nominale. Plus de débat. Voilà, plus de débat là-dessus, pas de confrontation possible. Donc c'est important cette notion de capital variable pour la facilité de l'entrée et de sortie, qui fonctionne selon les principes coopératifs. Donc la loi cadre des coopératives en France, c'est la loi de 1947, qui va évoquer la question de démocratie d'entreprise, c'est-à-dire un sociétaire égale une voix indépendamment de son capital, donc, règle radicalement différente par le monde classique. Notamment la notion de double qualité dans une scope, un salarié a vocation à être associé, à être sociétaire, mais dans une coopérative agricole, un agriculteur a vocation à être coopérateur dans une coopérative maritime et ainsi de suite. Donc, ces principes de double qualité et un principe de lucrativité encadré, limité,
et notamment sur aussi la non-lucrativité à terme, c'est-à-dire l'absence de plus-value à la sortie. Et là, la loi de 78, elle est dédiée au SCOP, donc coopérative de salariés, disons-le comme ça. Là, elle exprime notamment, la loi est plus complète que ça, mais que dans cette SCOP, eh bien, enfin, dans cette société, le capital doit être détenu en majorité par des personnes physiques qui sont titulaires d'un contrat de travail, donc des salariés, et que ces mêmes titulaires de contrat de travail, ces salariés associés, doivent détenir au moins 2 tiers des droits de vote sur la base donc d'un associé égal une voix. Alors, dans votre cas, à vous, des vétos, il faut donc parfois combiner la règle du code de commerce, la règle coopérative, singulièrement coopérative de salariés, et puis la réglementation des professions réglementées, dans l'espèce pour vous vétérinaire. On a déjà ce type comment dire, de combinaison de réglementation avec des architectes, avec des géomètres, avec un certain nombre de professions réglementées comme ça. La diapo suivante, bon, on redit globalement ça, c'est-à-dire que les salariés d'une SCOP, ben, ils partagent équitablement les risques. Il faut quand même au départ apporter du capital. Et ce capital, tu l'as dit à un moment donné, Sophie, c'est-à-dire qu'en fait, il est au service de l'entreprise parce qu'il peut peut-être générer quelques intérêts aux parts sociales, des dividendes, mais vous allez voir que c'est extrêmement encadré. En tout cas, il ne fera pas de plus-value à la sortie. Et il subira même l'inflation pendant la période dans laquelle on est salarié associé. Donc, il y a quand même une notion de risque au départ, de capital. Alors, on essaye de nuancer un petit peu tout ça, enfin, n'empêche que. On va partager l'information et on va partager le pouvoir. Alors, Sophie l'a dit, les décisions, parfois c'est plutôt des consultations avant qu'il y ait des délibérations pleinement collectives. Et tout dépend des structures, de la taille, des décisions qui sont à prendre. Ça, c'est pas écrit dans les livres, hein. Il faut bâtir ces délégations, ces arbitrages, scope par scope, j'ai envie de dire. Et puis, on va partager les résultats, ce qu'on appelle en coopérative les excédents nets de gestion. À minima, une assemblée générale formelle par an, mais ça va au-delà, le partage de l'information et le partage de la consultation, mais à minima, donc la SCOP, à un moment donné, donnera un cadre, et j'aime bien dire, donnera à un moment donné un garde-fou, quoi. On pourra pas, il n'y aura pas de dérive individuelle qui va transgresser ce cadre-là. Donc, en assemblée générale, ben, on va décider des grandes orientations stratégiques, ça c'est le code de commerce, à minima l'admission des associés, la sortie des associés, l'élection de l'équipe dirigeante. Donc, dans une SCOP, tout le monde n'est pas dirigeant, tout le monde n'est pas patron, tout le monde n'est pas gérant, ou voilà, mais on a la faculté, en qualité d'associé, en fait le code de commerce dit ça, hein, d'élire ses propres dirigeants. La dimension coopérative, c'est l'ingrédient démocratie. Un associé égale une voix, et non pas une part sociale ou un euro égale une voix, ce qui change le rapport de force vis-à-vis de la même règle que l'Assemblée générale élit ses dirigeants. Les investissements majeurs, la répartition du résultat sont votés notamment en Assemblée générale. Et puis une série de, à minima, l'approbation des comptes, le quitus, voilà, des choses tout à fait formelles et des choses qui sont un peu moins. Et là aussi, j'ai envie de dire, scope par scope, chacun il met un peu son intensité dans l'Assemblée générale. Je l'ai dit, une personne égale une voix, quel que soit le capital détenu. Et puis un mécanisme de répartition des résultats. Vous avez ce petit camembert qui donne un peu la répartition moyenne d'une scope en vitesse de croisière. Donc la difficulté, c'est de dire qu'on a des scopes de 3, on a des scopes de 1000, on a des scopes dans les travaux publics et on a des scopes dans bureaux d'études, organismes de formation ou consultants. Vous comprenez bien que la mise en réserve n'est pas la même quand on est une boîte de TP avec ou de l'industrie ou que sais-je, avec des investissements très lourds, que si on est 3 consultants en scope. C'est pas la même rapport là de notre structure bilancielle, de notre structure financière. C'est pas la même chose non plus si on vient tout juste de créer la scope ou de racheter l'entreprise sous forme scope ou si la scope elle a déjà 10, 15 ans, qu'elle s'est constituée un fonds de roulement. Et donc, dans ce cas-là, on va privilégier plutôt la distribution que la mise en réserve. Donc, voilà. La loi, elle dit au minimum 15% en réserve légale, plus une fraction du résultat doit doter ce qu'on appelle les réserves statutaires, le fonds de développement, donc disons minimum 16%, jusqu'à 75%. Pourquoi? Puisque au minimum 25% du résultat doit revenir à l'ensemble des salariés, associés ou non. Ça, c'est un élément important. 25% du résultat revient aux salariés. Et puis, on peut distribuer donc des intérêts aux parts sociales, des dividendes, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais cette notion de lucrativité encadrée ou limitée, la loi exprime le fait que la fraction du résultat qui viendrait servir euh, de dividendes ne peut excéder celle qui revient à l'ensemble des salariés, ni celle qui revient à l'entreprise.
Donc, c'est maximum un tiers en dividende. Donc, vous voyez, ça crée des fourchettes 16, 75, 25, 84 et 0, 33. Voilà. Voilà, super. La diapo suivante. Bon, dans les statuts, là, chaque scope est à peu près différente, mais va définir ses conditions d'admission d'un associé. Euh, Est-ce que si Capveto me recrute, ils sont 10. Est-ce que si je suis nouveau salarié, ASV ou Veto, peu importe, est-ce qu'on va me laisser le choix de candidater au sociétariat? Est-ce qu'on va même m'imposer de poser ma candidature? Ça ne veut pas dire devenir associé. Et on va définir notamment les engagements de souscription. C'est-à-dire, une fois que je suis devenu associé, est-ce que je dois mettre 20 euros ou est-ce que je dois mettre 1000 euros ou est-ce que je dois mettre un mois de salaire ou 2 mois de salaire? Bon. Donc ça, ces règles se définissent dans les statuts. Donc elles sont propres à chacune des scopes. Je l'ai dit tout à l'heure, la notion de capital variable et d'annulation de départ. Donc c'est le principe coopératif parle de liberté d'adhésion. C'est aussi et surtout la liberté de sortie. Et donc, contrairement à une société classique, où quand il y en a un qui sort, il faut soit que les autres rachètent les parts ou qu'on procède à une annulation de parts et qui détruit ou détériore en tout cas nos capitaux propres avec un accord entre des acheteurs et enfin où il y a un acheteur et un vendeur. L'autre singularité SCOP, c'est que les mandataires sociaux, donc les gérants SARL, présidents de SAS, directeurs généraux, de la direction générale dans une SA, sont pleinement salariés, soit au titre d'un cumul contrat de travail mandat social dans le cadre d'une gérance minoritaire, commun en fait, un classique, soit au sens, quand cela n'est pas possible, au sens d'une règle spécifique on appelle l'article 17 de la loi de 78. Voilà. Donc, les mandataires sociaux de SCOP sont pleinement salariés. En cas de problématique, auront bien Pôle emploi, seront bien couverts par les AGS. Voilà. Quelques singularités fiscales, mais je ne sais pas s'il faut rentrer dans le technique. Bon, Exode CET, de toute façon, il n'y en a quasiment plus pour les boîtes classiques. Et puis, je disais, la partie 25% un minimum du résultat revient aux salariés. En fait, ça fait l'objet d'un accord dérogatoire de participation. Donc, ça n'est pas du salaire soumis à cotisation salariale et patronale, c'est des primes de participation, de la réserve spéciale de participation, seulement soumis, j'allais dire, à CSG, CRDS. Et sur cette fraction-là, plus sur des éléments mis en réserve qui tiennent lieu de PPI, mais je ne pourrais vraiment pas rentrer dans le détail aujourd'hui, les SCOP ne subissent pas l'impôt sur les sociétés. En fait, elles ont le même taux d'impôt que tout le monde, elles ont une assiette fiscale différente. Et je dis ça aussi, c'est pas qu'elles payent moins d'impôts. Si n'importe quelle entreprise distribuait la moitié de ses résultats à ses salariés, elle ne paierait pas d'impôt sur la moitié de ses résultats. Donc de bol, elle ne le fait pas, pas souvent. Ça, c'est toi, Sophie, qui m'a rajouté ça. Oui, ben, Ouais, je l'ai mis pour qu'il l'ait dans le replay, mais c'est parce que Parfait. ça Non, leur mais fera une trace. C'est un bon on l'a dit, résumé. donc en fait, on choisit sa forme. Et, enfin, les scopes ne sont pas des statuts chimiquement purs, comme on dit encore une fois. Donc, on s'adosse à 95% en code de commerce. Donc, on est une scope SARL, une scope SA ou une scope SAS. Bon, à Contrôlant, vous étiez une CELARL à responsabilité limitée. On est resté une scope à responsabilité limitée. C'est surtout les organes de gouvernance qui vont différer. Euh, Bon, SAS, c'est un peu nouveau pour nous, mais bon, c'est globalement à peu près pareil qu'une SARL avec quelques éléments de simplification. Euh, une SARL, on a une gérance, donc c'est pas forcément un gérant, une gérante. Là, par exemple, à Conflent, on a une co-gérance euh, euh, et une assemblée générale. Conflent n'est pas tout à fait le bon exemple parce que l'ensemble de l'assemblée générale, c'est l'ensemble de la gérance, mais c'est rarement le cas. En ESA, on va avoir une assemblée générale, un organe intermédiaire qu'on appelle le conseil d'administration et qui va nommer une présidence du conseil d'administration, l'animateur de la démocratie et le garant des bonnes règles, et une direction générale, le responsable opérationnel, l'équivalent d'une gérance ou d'une présidence d'une SAS. La SAS, c'est à peu près une combinaison entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une présidence qui revient à une gérance, puis une assemblée générale. La différence, c'est qu'on peut y créer un organe intermédiaire statutaire et on y fait ce qu'on veut. Voilà. Il y a des questions de capital qui peuvent différer. Euh, oui, là, c'est la différence entre une scope et une non-scope.
Bon, la différence fondamentale, c'est démocratie. Deux, répartition du résultat. Trois, impartageabilité des réserves. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui revient en réserve devient le patrimoine commun et collectif de la SCOP, de sa génération de 2024 comme sa génération de 2044. C'est ça que ça veut dire. Et qu'on met 5 000 euros maintenant, on aura tout au long de sa carrière professionnelle eu de la participation, parfois des dividendes et ainsi de suite. On essaie d'améliorer les conditions matérielles et immatérielles de travail, mais on ne revendra pas ses parts. C'est juste la coopérative qui va nous rembourser et on ne fera pas plus-value euh, euh, à la vente, enfin, du coup à la sortie euh, du capital. Ça a été un peu évoqué par Sophie. Alors, il y a aussi, toute chose égale par ailleurs, c'est ce qu'on veut dire dans cette diapo, c'est que la SCOP, c'est la notion de la gouvernance de la coopérative. Le sociétariat, la gérance, je l'ai évoqué, peut-être un conseil d'administration. Ensuite, l'organisation de l'entreprise. On peut imaginer qu'une gouvernance coopérative avec les principes qu'on a évolués vont peut-être influencer le management de l'entreprise. Euh, et Sophie l'a rappelé, j'ai pu l'observer, il y avait déjà, alors que Capveto Confolant était en CELAR, des pratiques de managériales liées à de l'information, liées à de la consultation, avec beaucoup de transparence sur les décisions, mais sur les chiffres, sur un certain nombre d'éléments. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'organisation et éventuellement hiérarchisée et structurée de l'entreprise a vocation à globalement rester la même. Des ajustements sont peut-être à faire. Mais si demain, ce qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais vous seriez une boîte de travaux publics, je dis travaux publics, je ne sais pas, de 40 personnes, bon, elle devient une scope. L'organisation quotidienne n'a pas vocation à faire la révolution. Éventuellement des ajustements, mais elle n'a pas vocation à faire la révolution en tant que telle. Évidemment, euh, alors, j'ai pas de pointeur, mais ce que je dis souvent, c'est que tout le petit monde qui est en bas, employé ou cadre, peu importe, dans les fonctions de production, alors chez vous, veto, ASV ou peut-être du personnel administratif, je ne me rends pas compte, et ainsi de suite, sont également tous ceux qui sont là-haut à l'Assemblée des associés, ou ont vocation à être tous ceux qui sont à l'Assemblée d'associés, et notamment ensuite définir les grandes lignes stratégiques, élire les dirigeants, euh, s'assurer de la bonne marge de la boîte certes en confiant la direction générale à une gérance, mais en vérifiant finalement, à minima annuellement avec l'Assemblée générale, mais parfois au-delà, l'action de la direction générale, de la gérance. Bon, synthèse des 4 points, gouvernance démocratique, partage du risque et partage des résultats. Oui, un objectif de pérennité, assurer l'avenir. Nous, on parle souvent de transmission gratuite de l'entreprise. Gratuite, ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire au même prix que l'on a acheté. Et beaucoup de coopératives, dans Scope ou autres Scope, aujourd'hui n'existeraient plus si c'était cette dimension-là, si ces boîtes-là avaient été revendues tous les 7-10 ans, ce qui est à peu près la moyenne, et que les bilans avaient été donc déstructurés tous les 7-10 ans, ces boîtes n'existeraient plus. Et sur certaines coopératives, alors il y a des sujets parfois polémiques dans mon agricole, mais dans d'autres formes, en fait, les usagers d'aujourd'hui, s'ils devaient payer le prix du monde classique, en fait, n'auraient juste pas accès au service de l'entreprise coopérative. Ancrage territorial, bon, c'est peut-être moins vrai dans vos métiers à vous. Je ne me rends pas compte s'il y a des groupes, s'il y a ce genre de choses, je ne sais pas trop. Mais enfin, en tout cas, les scopes appartenant à leurs salariés associés, qui sont eux-mêmes des parents, qui sont eux-mêmes des citoyens, qui sont eux-mêmes des habitants, les consommateurs n'ont pas vocation à transférer le siège ou transférer un certain nombre de lieux de production. Les centres de décision sont bien détenus par ces salariés associés. Voilà. Donc, il y a un véritable ancrage territorial. Je pense que c'est moins vrai dans votre métier à vous. Ça pourrait être plus vrai. Je cite les TP parce que c'est un peu ça. Euh, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien Confolens et la Charente, mais je ne crois pas. C'est assez petit. Nous sommes aspirés quand même depuis quelques années par la métropole bordelaise. Bon, on a une boîte de TP qui a 45 ans maintenant en Charente. Ben, elle essaye de trouver du boulot là où ses salariés associés vivent, tout simplement. Oui, alors c'est ce qu'on regarde traditionnellement. En fait, l'union régionale, bon, on essaye de vérifier, pas vérifier, on n'est pas des censeurs, mais
enfin, un peu vérifier, participer à construire ou vérifier que les associés eux-mêmes expriment un projet coopératif, un projet d'entreprise, un projet financier et qu'il y a une compatibilité des trois. Parce que parfois, on peut avoir un chouette projet coopératif, peut-être un chouette projet entreprise, c'est-à-dire qui se reflète notamment par un budget ou un compte de résultat, mais on n'a pas l'argent pour. Ou l'inverse, on peut, enfin voilà, une série de choses. Donc, c'est les trois points qui nous guident et la compatibilité, la complémentarité, mais la compatibilité des trois. Alors, le projet coopératif, il peut à minima s'exprimer. Il y a 7 principes coopératifs dictés par l'Alliance coopérative internationale depuis 1895. Vous voyez, ce truc est assez ancien. Bon, on peut résumer ça notamment donc, par les libertés d'adhésion, ben, c'est le taux de sociétariat. Enfin, Sophie l'a dit, quand on s'est rencontrés au printemps-été 2022, on a dû présenter un peu ça aux salariés. Vous étiez 10. Alors, on savait que j'ai perdu le prénom, mais devait vous quitter. Mais enfin, bon, l'enjeu pour nous était de viser 100%, idéalement, le taux de sociétariat. C'est-à-dire combien des 10 salariés deviennent associés. On s'était dit quelque chose d'acceptable à 80. Puis vous voyez, 2 ans après, ou en 2 ans, on a fait du chemin et on a fait autre chose. Mais c'est quand même ça. Donc, c'est que sur 10, 100 salariés, combien deviennent associés? Mais quand même engagement de souscription, c'est-à-dire est-ce qu'on devient associé pour 20 euros chacun ou est-ce qu'on devient associé pour 2 ou 3 mois de salaire, ce qui n'est déjà pas tout à fait la même chose. Ce qui était le cas Contrôle des... pour donner aussi un ordre d'idée aux autres. Oui, 2, 3, je n'ai pas pris cet Nous, on exemple-là. était dans cet ordre-là, voilà. Pour que les autres Exactement, se figurent, c'est important, je pense que les gens se bien figurent. sûr. À Bien sûr. Confolens, ce qui était cohérent, c'était autour de 2, 3 mois de rémunération brute. Mais je vais le dire, c'est souvent quand même des moyennes ou des premières hypothèses de travail en vétérinaire à Confolens ou en bureau d'études à Surgères, enfin, ou peu importe, dans près toute la France, c'est à peu près ces éléments-là. C'est parfois plus, c'est parfois moins, tout dépend un peu où on en est, quoi, hein. Je te coupe une seconde, Nico. Il faut Vas-y. Je pense qu'on a 2 minutes pour finir et après, on va passer aux questions. Bon, Vas-y. tout ça pour dire, on commence à causer un peu les règles de gouvernance, surtout les dispositifs d'information. On va pas détailler, mais devant un peu quelques inquiétudes, a été même mis un peu qui est informé de quoi, à quel moment, et ainsi de suite, et qui décide de quoi et consulté de quoi. Bon, c'est des choses qui enferment un peu, mais ça n'a pas fait de rassurer. Tu peux aller derrière. En plus, je crois que tu m'as squeezé 2, 3 trucs. Euh, si tu passes la diapo d'après, oui, bon, projet financier, mais on ne va pas rentrer en détail. L'idée, c'est de savoir, notamment quand même, avant de rencontrer les salariés, dire, mais si on a des hypothèses de nombre de salariés qui mettent X mois de salaire, est-ce qu'avec ce capital, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, on a un dispositif de soutien du conseil régional, est-ce que ça va permettre de lever de la dette auprès du mouvement SCOP, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, parfois de nos amis de l'économie sociale France Active, ou de la banque? Est-ce que ensuite le projet d'entreprise, donc le compte de résultat et notamment sa capacité d'autofinancement, va permettre de rembourser ça sur une durée raisonnable quand on rachète des parts, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans. Mais ce que je dis là n'a pas grand-chose à voir en scope, sauf qu'au départ, il faut quand même qu'on ait bien des salariés qui deviennent associés, qui mettent du capital et qui sont favorables à ces règles de démocratie, de partage des décisions, des risques, des résultats dans le cadre d'une propriété collective où on profite de l'entreprise quand on y œuvre, quand on y travaille et qu'on n'en profitera pas en termes d'une valorisation à terme. Détail d'accompagnement, mais rien Ouais, de juste pour qu'il l'ait. exactement. Ok. Moi, du coup, je conclus pour notre partie, puis après, on prend les questions. Parfait. Euh, Moi, j'avais envie de dire, en conclusion, en tout cas, concernant Confolant, bah, faut du temps pour que ça prenne. Ça nécessite d'infuser parce que c'était pas forcément dans notre culture d'entreprise au départ, ni dans celle de nos collaboratrices. Donc, je pense qu'il faut du temps. Mener un projet collectif partagé par tous, c'est pas forcément commun dans la culture de vie en entreprise. Et transformer une entreprise en scope, ça va nécessiter un investissement quand même personnel et une envie. Et il va falloir que des personnes se mouillent et ça nécessite une préparation. Voilà. Après, je vous pose la question. Est-ce que voilà, la scope peut être une opportunité pour les ASV, les vétos, d'être
pleinement actrice, acteur de leur entreprise et de son développement. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'avoir des cliniques aux mains de leurs salariés, c'est très probablement remettre de l'humain au cœur de l'entreprise. Donc, ça peut être une super bonne chose. Est-ce que c'est une réponse aux enjeux sociaux et environnementaux? Je vous laisse aussi vous faire votre avis. Euh, j'ai mon point de vue là-dessus. Je pense que clairement, ça peut donner un axe et ça peut y contribuer à nous aider à amener nos entreprises au plus près de ces enjeux. Est-ce que c'est aussi une possibilité de lutter contre les inégalités? Bon, on n'a pas forcément le temps d'aborder tout ça, mais j'ai lu des rapports intéressants sur les inégalités salariales qui sont moindres chez les SCOP. J'ai lu une thèse de doctorat de Sciences Éco, là, quelle égalité dans les SCOP? Je trouvais intéressante. Moins d'inégalités salariales par rapport aux entreprises classiques. Les femmes ont une probabilité plus élevée d'être cadres dans les SCOP. Donc, est-ce que ça nous permettrait pas plus d'équité, plus de justice? Est-ce une voie pour concilier son envie d'entreprendre avec des valeurs, une éthique, peut-être retrouver du sens pour certains? Et je terminerai par dire que un point que j'ai trouvé intéressant dans le fait que les scopes ne sont pas à vendre. Et je pense que dans l'actualité de ces dernières années, avec de nombreux rachats, c'est peut-être une voie intéressante à étudier. Voilà. On vous remercie pour votre écoute et puis on passe aux questions, si vous voulez. William, je te laisse organiser cette partie. Ouais, je vais te laisser arrêter ton partage d'écran pour Ouais, qu'on puisse se voir. ouais, c'est parti. Merci beaucoup pour votre présentation, Claire. Alors, en fait, je me rends compte en fait, ce déjeuner aurait pu durer toute l'après-midi parce que je viens de rentrer dans un monde assez nouveau et vous pouvez poser vos questions. Alors, je ne vous ai perdu. Pourquoi je vous ai perdu? Ouais. Ah, voilà. Oui, alors il s'était passé un truc bizarre. Bon, en tout cas, vous me voyez, je vous vois, c'est merveilleux, il y a plein de monde. Moi, je vais ou des réponses qui ne souhaitent pas être enregistrées, vous pouvez nous dire, je ne souhaite pas que ma réponse ou ma question soit enregistrée. Et je laisse la parole à Gianfranco. S'il vous plaît, juste, alors pas de commentaires, juste des questions courtes pour avoir la possibilité de partager beaucoup de réponses. Merci beaucoup, Gianfranco. Ok, bonjour. Deux questions. Une pour Sophie Latapi. Est-ce que les ASV ont été comment dire, impliqués dès le départ dans la discussion? Et pourquoi les quatre ASV n'ont pas accepté le projet? Ce n'est pas individuel, j'ai l'impression que c'est une question de catégorie. Et l'autre question, c'est pour Nicolas Picoulet. Dans les autres trois scopes vétérinaires, est-ce qu'il y a le même phénomène ou est-ce qu'il y a un mélange d'ASV et de vet? Ok. Alors, impliqué dès le début, oui. En fait, on a simplement, avec Nicolas, en préparatif, on a fait un ou deux entretiens téléphoniques tous les deux. Ensuite, on a fait un entretien en présentiel avec Xavier, qui était mon associé, mon unique associé à l'époque en 2022. On a préparé tout ça et quand on a décidé de présenter le projet, le projet a été présenté à l'ensemble des salariés sans discernement, aucun discernement. L'idée, c'est pour moi, on présentait ça à des collaboratrices, il n'y avait aucune idée de toi t'es SV, toi t'es veto ou quoi. Voilà. Et ça avait été livré dans la foulée d'une réunion importante où on a aussi beaucoup communiqué sur mais comme on le fait assez traditionnellement, hein, sur le bilan de l'entreprise, etc., pour qu'il y ait une transparence totale sur la situation actuelle. Ensuite, j'ai parlé des ASV parce qu'il se trouve que les quatre ont refusé, mais je pense qu'il y a autant d'humaines que de points de vue et de raisons différentes. Euh, Pêle-mêle, je dirais qu'il y avait des perspectives à court terme de départ pour une d'entre elles. À court terme, j'entends à 1 an et demi, 2 ans, donc un peu court pour aller. Je vais quand même pas prendre autant d'énergie pour m'investir, alors que dans 1 ou 2 ans, je sais que j'ai un projet de faire autre chose. Donc, 1 sur 4, c'est ça.
Une autre, je pense, m'a fait part de son jeune âge, jeune ASV, 22-23 ans, arrivé depuis assez peu de temps dans la clinique. Assez peu de temps, c'est à peu près 18 mois à l'époque où on a commencé à parler de ce sujet. Se sentait pas encore suffisamment en connaissance et en maîtrise de son entreprise et pour, pour aller là-dessus et avait besoin de rester en attente. Et puis deux autres m'ont fait part de peur d'une charge, de deux choses, de peur que financièrement la souscription, donc les 2-3 mois de salaire brut, ça leur paraissait très important, malgré les dispositifs qui ont été proposés par Scope, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser une souscription, c'est-à-dire on prend un pourcentage du salaire tous les mois pendant X temps, hein, ça peut être même pendant 5 ans, jusqu'à obtenir l'entièreté des 3 mois de salaire. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui peut moins peser sur le démarrage. Malgré ça, malgré d'autres dispositifs qui permettent qu'il y ait un prêt à taux zéro, etc., fait par Scope en interne. Voilà, ça leur a semblé être une responsabilité financière, la charge d'avoir à mettre cet argent. Voilà. La possibilité éventuellement d'une perte si l'entreprise faisait complètement faillite. Toujours le cas, puisque c'est une souscription au capital. Et dernièrement, la charge mentale et le changement de statut. Je pense qu'il y a une histoire de plafond de verre un peu, enfin je ne sais pas, je l'explique avec ce mot-là, le mieux ce serait de leur poser la question, mais d'un seul coup être au-dessus, là c'était le schéma des deux triangles, et d'être au-dessus et en dessous, ça change un peu les rapports, et donc du coup, comment ça va se passer? Finalement, plus de responsabilité, voilà, donc des peurs liées à ça. Voilà. Et dans les scopes, je ne sais pas si tu sais répondre, Nico, parce que moi, de ce que je sais, j'en avais contacté une, c'était que 3 vétos solo dans un système mutualisé qui faisait que de la rurale. Ceux du 26, la Drôme. Je les ai contactés parce qu'il y avait un collègue ostéo parmi les trois. Moi, je suis ostéo. Voilà, donc trois vétos libérales sans secrétariat qui prennent les appels en direct et qui se sont mis en scope pour bosser ensemble avec des élevages en système mutualisé. Ça, c'est un des systèmes que je connais. Les deux autres, je sais pas. Et sur les autres, j'ai pas la garantie de ma réponse parce qu'elle ne relève pas de mon union régionale, donc je ne les connais pas bien, mais j'avais regardé, les trois sont notés, donc toi tu parlais d'anticorps. Atlantique Vétérinaire a été le cas, en tout cas juridiquement, d'une modification d'une CELAR à une SCOP. Donc elle m'avait intéressé juridiquement pour comprendre. Au moment de la transmission, uniquement les docteurs vétérinaires étaient associés. Et dans les trucs que je trouve rapidement dans notre système d'info, je crois qu'à ce jour, je pense que n'est considéré comme associé uniquement les vétérinaires. Sur la troisième, la Brace Pig, j'ai pas d'infos tout de suite. Mais c'est pas interdit hein, que les ASV soient associés. Il y a quand même la réglementation de votre profession. Donc les ASV ne pourraient pas être co-gérants puisque la gérance doit revenir à des docteurs vétérinaires. Il faut que les vétos de mémoire détiennent au moins la majorité du capital et peut-être la majorité des droits de vote ou quelque chose comme ça. Tout en combinant, nous, 2 tiers des salariés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas impossible. Bon, d'abord, il y a quand même 3000, 4000 scopes en France. C'est la quatrième vétérinaire, quoi. Donc, c'est pas un modèle commun, on va le dire comme ça. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est plutôt les vétos qui sont associés. Mais bon, il faudrait peut-être creuser sur, en tout cas, la dernière. Voilà. Et il y a une question, j'en profite dans le fil de Ouais. discussion. On parlait de transfo. Peut-on créer? Il n'y a pas d'incompatibilité a priori à créer. C'est pas un cas qu'on a déjà eu, puisque d'ailleurs, c'est le quatrième cas en France. Hein, donc, mais je ne vois pas spontanément d'incompatibilité juridique à ça. Je réponds tout de suite à la deuxième question où j'entends bah, la retraite, c'est plutôt la vente ensuite de mes parts sociales, de ma CELAR. Oui, il faut appréhender le schéma radicalement différent. Là, on n'est plus TNS. On n'est plus TNS quand on est SCOP. On est salarié, donc on cotise à une retraite, y compris quand on est mandataire.
Donc, en fait, on a un régime de cotisation de salariés, donc on a demain des revenus ou une assurance, euh, chômage, retraite, enfin, maladie, ainsi de suite, de salariés. On a aussi accès à du résultat. C'est bien la consolidation des réserves pour assurer un fonds de roulement, mais veto ou pas veto, une SCOP qui a suffisamment de fonds de roulement, elle ne va pas distribuer que 25% de ses résultats. Elle va distribuer beaucoup plus. Donc, en fait, on y retrouve notamment tout au long de sa carrière professionnelle. Et on a un statut de salarié tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, on a le régime général des retraites derrière. C'est un schéma, effectivement, entrepreneurial, euh, oui, radicalement différent. Et j'imagine radicalement différent dans votre profession particulièrement. Ouais. Plusieurs questions, si possible des réponses courtes, mais vous êtes parfait et parfaite. Agnès, je te laisse la Bonjour. parole. Et après, il y a d'autres questions qu'on pourra lire. Merci pour les réponses courtes et questions Bonjour courtes. et merci beaucoup pour cette présentation. Je connais assez bien les scopes, mais dans d'autres milieux que ça. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais avoir une présentation sur les scopes et le monde vétérinaire. J'avais précédemment entendu que, il y avait des vétérinaires. C'était jadis dans la Drôme, mais c'est peut-être ceux qui ont réussi, qui n'avaient pas réussi à monter une scope pour des raisons réglementaires, administratives. Et ça m'intéresserait de savoir ce qui a changé de ce point de vue-là. Mais mes contributions, c'est plutôt de vous dire que ça serait super de pouvoir présenter ce modèle administratif-là aux jeunes vétérinaires. Et en particulier, moi, il se trouve que je travaille pour une école vétérinaire et je pense que uniment à un module de la gestion de la pratique en clientèle, les jeunes futurs diplômés, ils seraient, je pense, très intéressés d'entendre parler de ça, d'autant plus que quand même la génération Z, elle est assez différente par rapport au salariat versus enfin, statut totalement libéral. Ils sont en recherche d'un modèle justement réglementaire ou de vie un peu différent de ce que les anciens avaient. Et ça pourrait être très intéressant de présenter ce modèle-là pour qu'il y ait plus de scope veto qui se crée parce que voilà, je pense que ça répond peut-être à certaines demandes et puis aussi à une façon de voir la profession, peut-être un certain idéal ou de modèle de relation humaine qui peut leur parler. Et donc voilà, je vous invite, si vous voulez, à ce qu'on continue à parler de ça. Et aussi peut-être de se présenter à Ergon, que certains connaissent sûrement. Ergon, qui est une association de vétérinaires qui s'appelle l'Envie d'entreprendre, où on pourrait aussi présenter ce statut d'entreprise vétérinaire dans ce contexte-là. Leur congrès a lieu en octobre chaque année et nous, on est pas mal en relation avec eux. Et voilà, donc je voulais, ma seule question par rapport à ces parties, enfin, ce que je voulais ajouter, c'était quels sont les blocages qui ont été levés récemment, s'il vous plaît, par rapport à cette impossibilité que certains avaient de créer des scopes vétérinaires il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ça m'intéresse de comprendre la démarche, hein, du moins ce qui a été levé comme blocage. Merci beaucoup pour tout. Je ne vais pas répondre à ça, Nicolas. Tu sais? Oui, si c'est à moi qu'on pose la question, je ne saurais pas. La loi de Mes 70, connaissances la loi de des 78 réalités sur les... juridiques, parce qu'honnêtement, à chaque fois que j'en ai parlé, tout le monde me dit: Ah non, en SCOP, c'est impossible d'être en SCOP. T'es veto, tu peux pas être en SCOP. Non, mais nous, quand on s'est rencontrés donc en 2022, ici, on a une collègue à moi qui est juriste, qui est jeune juriste, bref, je l'ai plus, je vais mal le dire, vous sortiez du code rural de la pêche, bon, c'est pas un truc qu'on connaît bien, et donc on s'est paluché un peu ce code-là, CRPM. et de regarder vos règles, enfin, les règles du veto, et encore une fois, il faut arriver à combiner ces règles-là. Donc, je répète, la gérance doit être détenue par des docteurs vétérinaires. Les docteurs vétérinaires doivent détenir de mémoire, hein, je ne l'ai pas en tête parce qu'après, ça ne s'est pas présenté de manière difficile à Confolant, de la majorité du capital, probablement même la majorité des droits de vote. Et il faut combiner ça avec les règles SCOP tout en étant dans le cadre d'une société classique. Nous, les règles SCOP, et ce que je vais dire pour les vétérinaires, globalement, on a la même chose, et il y a des scopes d'architectes, de géomèques, on a quelques scopes d'expertise comptable qui sont globalement les mêmes que les vôtres. Nous, les règles SCOP, elles n'ont pas changé depuis longtemps. Si ces règles veto, pardon de le dire comme ça, n'ont pas changé,
Alors en fait, c'était possible. Est-ce que c'était simple? Euh, mais c'était probablement possible. Je crois que rien n'interdit, mais il faut respecter ça. Ok. Tu nous donnes une autre question? Ah, William est plus là. Alors, on prend dans le fil. Hmm. Donc, possible de transformer une cellule en scope, d'éviter en scope, on a répondu. Les vétos assurant leur retraite, notamment grâce à la vente de leur clinique. La scope doit-elle impérativement être couplée d'un autre système d'épargne? Personnellement, je ne comptais pas utiliser la vente de ma clinique pour assurer ma retraite. Je sais pas si... Non, mais ça, on essaie d'y répondre rapidement tout à l'heure. Effectivement, Ouais, c'est ça. c'est un autre. Il faut imaginer que c'est un autre. Si je prends le cas de Xavier et Sophie, on a le même âge, donc on a encore un petit peu quelques années, voire quelques décennies à bosser. Maintenant, Xavier et Sophie, vous êtes régime salarié. Dans votre fiche de paye de tous les mois, vous aurez des cotisations sociales et pas salariales et patronales, y compris pour la retraite. Et demain, vous aurez donc des droits à la retraite liés à l'issue salariée. Et puis, je ne maîtrise pas mes TNS avec parfois des assurances privées, et ainsi de suite. Et effectivement, vous avez vendu vos parts là, vous ne les revendrez pas effectivement dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Oui, il faut être sorti de cette logique de revente et de Voilà. plus-value. Et en fait, ça coupe ce circuit-là, mais en coupant ce circuit-là, on va faciliter l'installation des jeunes aussi, parce qu'il y a un cercle qui pose un peu problème actuellement. De faire le max de plus-value, c'est super, mais derrière, comment on fait pour que les gens aient envie de rentrer comme associés? Enfin bon, voilà, donc... est-ce que le chemin inverse est possible? Retour en selle à partir d'une scope, en cas d'échec. Ah, en cas d'échec, oui, évidemment. C'est-à-dire, si vous liquidez la SCOP et vous recréez derrière, il n'y a pas de débat. La sortie du statut, effectivement, est plutôt contraignante, si ce n'est, je ne veux pas dire impossible, elle est permise par l'État. Euh, c'est vrai que je n'ai pas dit ça, une forme d'autorisation administrative à être en SCOP. Donc, il y a une publication au journal officiel chaque année. Euh, c'est vrai qu'il y a de la fiscalité avantageuse, des régimes dérogatoires en termes de socialisation d'un certain nombre de points. Donc, il est plutôt assez difficile de sortir du statut. Le Conseil supérieur de la coopération et puis ensuite le ministre de tutelle. Alors, le ministre de tutelle de l'ESS, il change beaucoup, hein. Euh, mais en cas de survie ou de frein au développement, on peut sortir avec un certain nombre de conditions au statut coopératif. Bon, ma première réponse, c'est le chemin inverse est relativement difficile. Alors, en cas d'échec, oui, je veux dire, vous avez créé A, il y a un échec, A est liquidé, vous créez B, ça, pas de débat. Comment faites-vous pour licencier un collaborateur sociétaire? Comme Bah, comme un n'importe quelle salarié. entreprise, on est d'abord salarié. Je dis ça aussi souvent, il n'y a pas de code du travail des SCOP et le code du travail des autres. Le code du travail, c'est le code du travail. Euh, je suis salarié, associé, éventuellement gérant, c'est compliqué, enfin, pourquoi pas. Je fais une faute grave, je sais pas quoi, enfin bref. Ou à l'inverse, il y a une rupture du contrat de travail, plutôt, j'allais dire, heureuse, rupture conventionnelle ou ce genre de choses. Bah, la rupture du contrat de travail entraîne quasi automatiquement, et pour faire simple, la perte de qualité d'associé, l'annulation de mes parts, le remboursement de mes parts. Le cas échéant, la perte automatique de mon mandat social. Pas être mandataire social si on n'est pas associé. Donc, code du travail, code du travail. Alors, il y a la règle et la pratique. J'entends que parfois c'est toujours un peu plus difficile, peut-être. Enfin, j'imagine, moi je connais beaucoup les scopes, je connais pas tant l'autre monde extérieur, mais je me suis dit, c'est pas si pas évident, même si on n'est pas en scope, de se séparer d'un collaborateur avec qui on a travaillé depuis des années. Bon, voilà. Mais c'est qu'on applique le code du travail, quoi, hein, basiquement. Ouais. Je ne sais pas si, est-ce que les étudiantes ne veulent s'exprimer? Je serais très curieuse d'avoir votre retour à chaud sur ce que vous avez pensé et si ça vous fait peur, si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai vu votre commentaire, mais moi j'aimerais bien que vous preniez la parole, qui que vous soyez de Nantes. Ça serait cool d'entendre la jeunesse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie ou Nicolas. Ouais, avec plaisir. Parfait.
Donc, ouvrez votre micro, on a envie de vous entendre sur est-ce que ça répond à vos besoins pour le futur? Et ben, à faire connaître absolument, je pense, dans les écoles. Parce qu'on a eu un forum l'année dernière où il y a les groupes qui sont venus, où les syndicats sont venus et où les indépendants sont venus. Et on n'a pas eu de scope et on ne savait pas que ça existait avant la réunion de présentation de Veto Entraide et de Ecoveto, pardon. Donc voilà, il faut absolument qu'on intègre ce genre de société aux conférences qui, qui font confluer un peu tout le monde en même temps dans l'école, je pense. Ouais. Bah, avec plaisir. Invitez-nous. Non, mais c'est sûr, Donc, c'est très bien et ça fait. Je rebondis juste là-dessus. Je pense que enfin, une des raisons d'avoir fait cette scope, c'est aussi pour ça. Parce que je pense que ça peut réellement être une voie attendue qui correspond aux attentes et aux besoins de jeunes sortants qui veulent démarrer leur vie professionnelle comme ça et faire l'expérience d'une participation active à la vie de leur entreprise assez rapidement. Pourquoi pas dès la sortie, dès le premier boulot. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour participer à la vie d'une entreprise. tellement. Alors, si j'imagine que Jean-Philippe Mange a reposé sa question, ça veut dire qu'elle n'a pas été répondue. Désolé, j'ai eu un petit arrêt. Êtes-vous totalement transparente sur les salaires au sein de l'entreprise? Est-ce que ça a été répondu? Oui, non, on n'a pas répondu. La réponse, c'est oui. On a même donné l'indice d'écart salarial qui est de 1 à 3,5 chez nous. C'est des choses qui sont regardées en scope. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi sur l'écart de salaire. Mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Nicolas, mais j'ai lu pas mal de publics comme quoi un certain nombre de scopes sont sur des écarts de salaire autour de 1 à 3, 1 à 4 max. Ça donne un peu une ligne. Faut que ça reste cohérent. Donc oui, chez nous, il y a une transparence des grilles de salaire, mais cette transparence, elle date pas du passage en scope. Elle a toujours été. Elle a toujours été. Voilà. Merci Et pour la cette grille belle de scope est réponse. partagée. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais comment est-ce qu'on peut faire pour poser des questions, peut-être sur le côté pratique? J'ai un projet de scope et j'oublie pas ta question, Corinne. Voilà, ce déjeuner m'a passionné. Je veux me lancer avec mes associés ou je suis salarié et je veux le proposer à mes associés. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ou demain? Je contacte Nicolas, je contacte Sophie, Alors, je Nicolas, contacte si qui? vous êtes en Poitou-Charentes, moi, avec plaisir, pour n'importe quel échange lié au fait d'être vétérinaire en scope, avec grand plaisir. On a un site internet, Capveto Confolant, vous pouvez il y a l'adresse mail et tout. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter. Pour Nicolas, bah, je pense que dans chaque région, Il y a des Nicolas dans chaque région. il y a des Nicolas dans toutes les régions. Vous allez sur le site Scope, comment c'est Non, mais si vous tapez les scopes ou scope, ça va vous envoyer sur le site national. Sinon, si là vous êtes, vous tapez les scopes Nantes, ça va vous, par exemple, envoyer sur leur scope de l'Ouest et vous trouverez un délégué. Je ne sais pas si tu as mis nos coordonnées dans le diapo et s'il sera diffusé. Vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer un mail en me précisant dans quel coin de France vous êtes et je vous adresserai un mail d'un de mes collègues un peu partout en France. Donc, cette dernière question de Caroline sur l'intégration d'une SCOP à une SCI, mais j'ai aussi envie de prendre soin des vétos et des vétérinaires qui prennent leur consultation à 14 heures. Du coup, est-ce que peut-être ça vous va si on termine et on dit à tout le monde, voilà, Caroline, ou si, est-ce que vous avez 2 minutes pour répondre à la question en 1 minute? Oui, Participer à une SCI, on vas-y. peut lier Scope et SCI et nous, on souhaite le faire à terme. C'est compliqué de le faire tout de suite pour des raisons financières, mais Nicolas, c'est possible de lier les deux. Alors, Garder les deux oui, séparés. là, ce que tu dis, c'est que toi, pour l'instant, on ne peut pas mettre l'immobilier dans la scope. Vous avez une SCI, vous avez fait le choix pour Oui. un pacte d'associés de lier le sociétariat de la scope, de l'exploitation, au sociétariat de la SCI. Voilà. Donc, il y a des choses juridiques qui sont tout à fait possibles. L'intégration de l'immobilier dans une scope, veto ou pas, est possible. Il y a des conséquences financières où pour l'instant, c'était pas possible. Voilà. C'était peut-être même pas intéressant. Par contre, relier le sociétariat de l'un et de l'autre est tout à fait possible. Donc, ouais, nous, Super, on bah a fait un merci pacte beaucoup. d'associés pour que
l'entrée à la CELAR, on propose systématiquement l'entrée à la CI et une personne qui ne resterait pas dans la SCOP, je dis CELAR, excusez-moi, une personne qui quitterait la SCOP par rupture de son contrat de travail sortirait au même temps de la SCI. Voilà, c'est ce qu'on a choisi, nous, comme option. J'ai plein de bravo, bravo, bravo. Tous envoyer des fleurs à Nicolas et Sophie, à toutes leurs équipes, d'avoir été innovants. Enfin, un bravo tellement impressionnant de vous. Merci pour votre participation à ce déjeuner. Ce que je peux faire, c'est arrêter l'enregistrement et du coup laisser, si je ne sais pas, il y a encore quelques questions ou autres, mais je pense que c'est